je suis effectivement, je suis généticien, je suis président du comité Marche du 23 mai. Il y a quelque chose qui unit les deux choses. Je me suis toujours posé la question du sens des humains, du sens de la vie sur Terre, du sens de l'évolution. J'ai eu la chance de pouvoir me donner les moyens de cheminer dans les réponses qui sont données aujourd'hui par la science. Ça, c'est la génétique. Mais je crois que j'ai toujours été saisi, depuis ma plus jeune enfance, sur la question du sens de nos sociétés. Longtemps, je suis resté sans l'histoire. Longtemps, je suis resté avec une mémoire trouée, comme beaucoup d'entre nous. Mémoire trouée, comme pire qu'un gruyère. Qu'est-ce qui s'était passé? En se retournant derrière nous, il y avait le vide. En se retournant derrière nous, il y avait le vide. On ne savait pas, on ne comprenait pas très bien. On ne savait pas de toute façon. Donc, ces deux questions m'ont amené à un métier, à une fonction sociale. Aujourd'hui, je suis donc président de cette association. Et je suis extrêmement heureux que l'association Tous Créoles nous ait invités à présenter ce travail. C'est la première fois que nous venons en Martinique présenter ce travail. Nous sommes nés carrément en 1998, ça fait 16 ans, et nous n'avons jamais pu venir présenter ce travail. C'est pour ça que je remercie l'association Tous Créoles, que nous puissions être là aujourd'hui. Là, avec Emmanuel Gordien, mais également là, avec Vignane Roll-Romana, on va dire les principaux fondateurs de ce mouvement, les fondateurs de ce mouvement. Alors, je vais vous présenter ici l'expérience que nous avons eue. Il s'agit bien d'une expérience, et une expérience dans un milieu très particulier. Le milieu de la communauté antillaise en France hexagonale. Elle est différente de ce qui existe. Il y a une différence entre la communauté antillaise en France hexagonale et les personnes, la société martiniquaise et la société guadeloupéenne. Vous connaissez tous globalement l'origine de cette communauté. Cette communauté fait suite à l'explosion démographique, baisse donc de la mortalité périnatale, baisse de la mortalité globale, augmentation des naissances qui existe à peu près dans les années 50, avec donc l'explosion démographique, ce qu'on le connaît dans différents types de pays, et avec en même temps un effondrement de l'économie traditionnelle, l'économie de plantation, donc un chômage qui explose, et avec donc la nécessité, en tout cas pas la nécessité, une des solutions qui est trouvée par le gouvernement français, c'est de faire partir une partie importante de la population, à tel point que vous avez des départs quand même qui sont importants, puisque vous voyez par exemple, entre 67 et 74, il y a plus de 5000 départs par an, c'est 70% d'une commune comme du Costro-Ocha. Considérable. La Guadeloupe et la Martinique ont perdu en gros 40 000 personnes, 12% de leur population entre 67 et 74. Mais ces gens-là, il fallait bien qu'ils aillent quelque part. Et donc, ces gens-là, nous, en grande partie, c'est la migration antillaise, mais une migration qui est tout à fait particulière, qui travaille dans le service public. C'est-à-dire qu'on les voit. Ils ne sont pas disséminés partout en France. Les Antillais vivent à 80% en banlieue parisienne et ils sont dans des endroits où on les voit. On voit les Antillais parce qu'ils accueillent les gens ou ils les soignent dans les hôpitaux. On les voit au PTT, on les voit à la RATP. C'est donc une communauté qui est visible, extrêmement visible. Pour tout vous dire, il y a à peu près 15 000 Antillais travaillant à la PHP sur 80 000 personnes. C'est impressionnant. Donc c'est une densité importante, avec évidemment une activité tout à fait exceptionnelle des femmes, puisque les femmes, elles ont un taux d'activité de 78% contre 68% pour les hommes franciliens et 58% pour les femmes franciliennes. C'est donc une émigration de travail, une émigration qui est différente des autres migrations, où les femmes ont un rôle extrêmement important. Ça n'existe pas dans les migrations africaines, où ce sont les hommes qui viennent. Ensuite, après, il y a les femmes qui viennent. C'est à la fin du XXe siècle, 210 000 natifs des Antilles, soit autant
Donc 210 000, soit autant que la population guadeloupéenne et martiniquaise 50 ans avant. Je ne sais pas si vous imaginez. Et qui vont donner à peu près 400 000 Antillais en 1999, selon Claire Valentin-Marie. C'est-à-dire, et alors qu'il y a 400 000 personnes en Guadeloupe et en Martinique. Faites simplement le rapport et vous constaterez que la migration antillaise est probablement l'un des mouvements de population les plus importants qu'il y a eu sur la planète ces derniers temps. En plus, elle est concentrée, cette migration, en région parisienne. Elle se pose donc des questions, à un moment. Elle se pose des questions politiques. Elle se dit, quelle est ma place dans la société française? Et alors qu'au début, elle se dit, on va de toute façon rentrer, que c'est des mots d'ordre dans la tête, on va rentrer au pays. Il y a un moment où la valise qui était prête à la porte, on dit, bon, mais la valise, on la met dans la cave. Et d'ailleurs, pour aller très vite, aujourd'hui, beaucoup de personnes maintenant s'enterrent en France hexagonale. Donc, il y a une communauté qui existe. Alors, je dis communauté antillaise, c'est-à-dire que les Guadeloupéens et les Martiniquais vivent ensemble. Et lorsqu'ils disent qu'ils retournent aux Antilles. Ce n'est pas pareil avec les Réunionnais qui vivent pas au même endroit. Mais les Guadeloupéens et les Martiniquais vivent ensemble, ils font des enfants ensemble, sont dans des associations ensemble. Une communauté antillaise naît en France durant ces 30 années, 70-2000, elle naît en France. Et qui dit communauté dit envie de se situer. Et en fait, elle est pourtant peu citoyenne, parce qu'elle ne vote pas beaucoup. Parce qu'elle vote pas beaucoup, parce que de toute façon, elle n'est pas habitée à Blanc, parce que de toute façon, elle vote pas particulièrement. Le problème, lorsqu'elle ne vote pas, c'est que d'autres communautés votent. Et que donc, du point de vue de la citoyenneté, de la place de cette communauté en France hexagonale, ceci, de toute façon, est en train de poser un problème. Donc, elle est confrontée à l'existence des autres communautés. Et alors qu'elle avait trouvé un travail et qu'elle travaillait dans les différents lieux grâce à toute une série d'associations qui avaient pris cette communauté en main, je vois, il y a plusieurs associations, le Casodome, je vois M. Dorion dans la salle, la MITAG, etc. Au début, ont fait en sorte que cette communauté puisse vivre. Mais là, on n'est plus dans ce cas-là, dans cette configuration. La deuxième génération a des problèmes, puisque vous voyez, 27% des jeunes sont au chômage contre 7% des jeunes métropolitains. Donc, on n'est plus dans la situation, elle n'est plus, cette deuxième génération, dans la situation de ses parents. Donc, voilà cette communauté à la fin du XXe siècle qui se pose des questions. Eh bien, comment elle fait, comment elle vit, et survient en 98 le Big Bang du 23 mai 1998. Alors, un vrai Big Bang pour une raison très simple, c'est que une communauté que l'on voyait dans des associations, dont on disait qu'elle était balboudin, Accra, dont on disait de toute façon qu'elle s'amusait. Le stéréotype, c'est les femmes sont à l'église, les hommes font psst dans les... ça veut dire psst. Dans derrière les filles, ou jouent au domino, ils sont dehors. Eh bien, survient en fait le 23 mai 98, ceci. 40 000 personnes entre République et Nation. Ceci est un Big Bang parce que ceci n'a jamais été vu. Et ce ne sont pas des gens qui sont en train de revendiquer contre les Blancs, etc. Ce sont des gens qui disent, à chaque pas que nous faisons est un pas qui doit nous ramener vers nos aïeux qui ont souffert de l'esclavage. Quelque chose qui ne s'est jamais fait ici, en Martinique, ça ne s'est jamais fait en Guadeloupe, ça ne s'est jamais fait aux États-Unis, en Caraïbes, en Haïti, ou au Brésil, nulle part ailleurs. Marche silencieuse qui impacte énormément non seulement le monde antillais, mais également le gouvernement. Cette marche va faire en sorte que, en 2001, il y a une loi qui va dire que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Donc, elle a un rôle politique important, mais ce qui est vraiment différent avec cette marche, et ce qui fait que je suis là devant vous aujourd'hui, c'est que cette marche lors de cette marche apparaît un vocabulaire nouveau, une définition nouvelle, qui n'est pas simplement un slogan, c'est filles et fils d'esclaves. D'habitude, le mot esclavage, c'était du rejet, ou c'était que des héros. Là, ici, ce qui est mis en valeur, c'est tout le monde.
les personnes qui ont vécu en esclavage. D'ailleurs, qu'on n'appelle plus esclaves, qu'on appelle les victimes de l'esclavage. D'ailleurs, on appelle, en plus de victimes, on appelle les parents qui ont souffert en esclavage. Et ceci change tout. Et ceci est tout de ce qu'il faut comprendre dans ce qui se passe en France hexagonale le 23 mai 1998. En fait, comment ceci a pu survenir? Pourquoi ça a explosé? Évidemment, vous connaissez toute la démonstration de Pasteur, il n'y a pas de génération spontanée. On ne voit pas les choses, mais ce qui explose à un moment vient d'un travail qui existe précédemment. Et en fait, ce travail est lié à l'activité d'une petite association qui travaillait depuis 4-5 ans sur les problèmes identitaires, qui s'appelait Bois Fouillé. Donc, Viviane, j'ai mis Viviane j'ai surligné en rouge, Viviane, donc mon épouse, parce que Viviane, alors il y a Gilles Gabon en bas à gauche, je ne sais pas s'il y a un truc pour que je puisse, oui voilà. Gilles Gabon qui est un financier, vous avez reconnu ici Emmanuel Gordien, et ici c'est Franquito, c'est Franck Salin, c'est un jeune, il était jeune à l'époque, il avait une trentaine d'années, enfin, on avait tous 30 ans, hein, me semble-t-il à l'époque. Oui, on avait tous 30 ans, il a dû avoir 20 ans, lui, 18 ans, 20 ans, je sais pas, mais peu importe. Et Viviane nous apporte quelque chose de très important, c'est que Viviane, enfin nous, nous, la grande majorité, en particulier nous trois, nous sommes des nationalistes guadeloupéens. Nous sommes des indépendantistes guadeloupéens. Mais indépendantistes guadeloupéens qui, à cette époque-là, ont fait un certain inventaire de l'indépendantisme guadeloupéen, qui savent que, en tout cas, qui ont vu l'échec politique du mouvement nationaliste guadeloupéen dans les années 80-90, et qui se posent la question, mais pourquoi? À l'époque, c'est comme ça qu'on se posait la question. Et donc, une des choses qu'on se dit, c'est que, en fait, les intellectuels de chez nous, on essaie de faire au peuple comprendre ce qu'il y a dans notre tête, mais on n'essaie pas de comprendre ce qu'il y a dans la tête du peuple. Donc, ça risque de poser des problèmes. Et à ces questionnements, et les questionnements qu'on se posait sur les théories identitaires, tout ça, nous avons donc effectivement l'apport de Viviane, qui est psychologue et qui suit une formation tout à fait particulière, qui fait de l'ethnopsychiatrie, qui est un dispositif, elle pourra en parler après, où, en fait, on tient compte dans le soin thérapeutique des cultures des individus. Et personne ne comprend, et elle non plus, comment un Antillais vient dans une consultation d'ethnopsychiatrie. Incompréhensible. Et les Africains disent, mais je comprends pas, où sont les hommes, avec des femmes avec leurs enfants, ils comprennent pas, c'est quoi ça, personne ne comprend rien. Et Viviane, donc, est amenée à s'interroger sur la société et dans sa propre pratique pour comprendre pourquoi ce sont toujours des femmes qui viennent lui dire on a voulu me faire du mal, c'est tombé sur mes enfants. Lorsqu'on a 90% qui vous dit ça, elle se dit il y a quand même une récurrence. Qui dit récurrence dit système, donc dit système, il faut que je trouve l'origine du système. Et donc, en fait, elle nous permet de comprendre, en plus du travail qu'on faisait en dehors de pratiquement, c'est-à-dire on faisait nos généalogies, on colorait nos généalogies, on voyait des ruptures dans les familles à cause des couleurs, tout ça, enfin bref. Et ce qu'elle nous a, c'est qu'elle nous permet de comprendre, et ceci, elle nous a beaucoup bouleversés. Je ne sais pas si ça va vous le bouleverser. Ça peut paraître une tautologie, quelque chose de banal, mais elle nous apprend, on finit par comprendre que nous sommes nés dans l'esclavage. Alors, le né dans l'esclavage, tout le monde dit on est né dans l'esclavage, mais ce qu'elle nous fait comprendre particulièrement, c'est que avant les Français qui arrivaient ici, il n'y avait pas d'esclaves, il n'y avait pas d'Antillais. Et que lorsqu'on est né dans l'esclavage, ça veut dire qu'on en porte les stigmates. Ce n'est même pas le métissage qui est important. C'est les conditions dans lesquelles se font le métissage. D'ailleurs, métissage, par exemple, pour vous prendre un exemple simple, qui est, par exemple, la question de l'homme en particulier, c'est que lorsque, dans un article, comme l'article 12 du Code noir, on vous dit que l'enfant appartient au maître de la mère, et que dans l'article 13, on vous dit l'enfant suit la condition de la mère, l'homme est exclu, clairement. Mais lorsque vous savez qu'en plus les hommes racontent qu'ils ne sont pas capables de défendre femmes et enfants,
contre des commandeurs ou des maîtres qui prennent leurs femmes. À ce moment-là, les femmes inventent un nom pour les hommes. Elles les appellent des insignifiants. Ça a perduré, le mot insignifiant. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que ça forme des individus particuliers, ces femmes, ces fameux potomitans, qui sont capables de dire tout et n'importe quoi devant n'importe qui à leurs hommes. Jusqu'à présent, d'ailleurs, mesdames. Donc, de ce fait, pas d'esclavage, pas d'antillais, c'est pas des séquelles de l'esclavage. Parce que séquelles veut dire que vous étiez bien un moment, vous êtes tombé malade et puis vous avez des séquelles. Pas des séquelles. C'est la culture qui est née dedans. Et que donc, lorsqu'on dit, et là-dedans, il y a tous ces éléments, soumission, violence, division, les démons de la couleur de la peau, gravissime. On voit Toto et moi quelque part à l'hôpital, on va dire Toto est un infirmier, moi je suis un médecin. Ceci s'appelle un démon, mesdames et messieurs. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas raisonné, quelque chose qui est instinctif, quelque chose qui vient sans même qu'on puisse y réfléchir. Ça arrive. Ceci vient de quelque chose. Lorsqu'il y a des récurrences, ça vient de quelque chose. Et puis, comment ne pourrions pas comprendre cela? Nous sommes des possessions françaises depuis 1635. 1635 à 2016, ça fait combien? 183 ans, quelque chose comme ça? Pardon? 400? Attendez, 1635 à 2016, ça fait combien? Attendez, si jamais pour une opération simple, je n'ai pas une réponse, vous imaginez que pour des questions compliquées pour ceux que nous sommes, ça va être dramatique. 381 ans. Selon la calculatrice, les choses sont claires. Très bien. 380, là c'est l'année dernière, 2015. 381 ans. Or, sur ces 381 ans, combien de temps nous sommes restés en esclavage? 213 ans. Donc, plus de la moitié du temps de vie de ces pays se sont passés en esclavage. Comment voulez-vous que ces premiers temps, le temps où on fabrique les choses, n'agissent pas et ne soient pas prégnants dans la façon dont on fonctionne? Je veux bien qu'à la fin de cette réunion, vous m'expliquiez comment on peut éviter ça. Après 48, l'abolition, il fallait sortir de l'esclavage. Alors, le sortir de l'esclavage, c'est courage, fuyons. Fuyons. Certains ont pu se claircir la peau et de sortir de... Certains ont pu prendre l'école de la République, parler du bon français et sortir de... Mais l'immensité n'a pas pu faire tout ça. Rester là-dedans. Une impossibilité d'affiliation, c'est-à-dire d'avoir une chaîne de parenté. Parce que c'était courage, fuyons. Allez dire, c'est bien simple, hein? Mon aïeul a été nommé Romana, Juliette Romana. Mes parents m'ont raconté que c'est un négrier qui a acheté, il a eu un enfant avec une mulâtresse et qui a acheté un nom. Mon grand-père m'a raconté ça. Alors que Juliette a été nommée comme toute esclave. Lorsque j'ai dit ça à mes tantes un jour, j'ai pris beaucoup de précautions pour leur dire ça. Elles m'ont dit, eh bien c'est pas grave. C'est terrible ça, parce que c'est de la honte. Les stigmates donc sont intacts. Et donc, pour nous, lorsqu'on constate tout ça, on fait l'expérience de la marche de 98, parce que ce que l'on veut, on veut inverser la honte, ce qu'on appelle inverser la valeur du stigmate de l'esclave. On veut qu'il devienne, pour qu'il puisse devenir un parent, parce qu'il n'est pas normal que les personnes parlent des esclaves comme en disant les esclaves. C'est pas les esclaves. On dit pas, tiens, les ouvriers, les chaussées. On dit, mon parent, mon aïeul, mon grand-père, ce que vous voulez. On dit pas les esclaves. Ça ne veut rien dire. Il y a quelque chose de péjoratif là-dedans, dans les esclaves. Et ce que nous souhaitions, nous, parce que nous avions une communauté qui devait exister en France, qu'elle ait un plus petit dénominateur commun, et que ce plus petit dénominateur commun puisse être justement l'esclave, le parent esclave. Pourquoi petit dénominateur commun? Parce que, regardez nos couleurs de peau. Nous avons plein de couleurs de peau tout à fait différentes, nous avons plein d'origines particulières, et rappelez-vous ce que je vous ai dit,
La communauté antillaise qui vit en France, elle vient des quartiers populaires, elle vient de la crise à la canne à sucre. Donc ce sont des gens malheureux en général. Ce ne sont pas des gens qui ont fait des grandes études. Ce ne sont pas des gens qui sont sortis de la misère ou du mépris parce qu'ils sont devenus professeurs ou etc. etc. C'est en général des enfants de la canne à sucre. Donc ils sont très proches de la canne à sucre. Et donc en fait, lorsqu'on leur parle de cette histoire, soit ils la fuient, mais s'ils trouvent quelque chose d'intéressant là-dedans, ils font un rapport avec leurs parents. Très très vite. Parce qu'il n'y a pas trop longtemps que leurs parents étaient dans la canne à sucre. Donc le problème pour nous, c'est d'avoir une vision acceptable de nos premiers temps. Je vais expliquer pourquoi c'est important. Et parce que pour nous, si un groupe humain a une vision acceptable de ses premiers temps, c'est-à-dire de son origine, eh bien, il peut être un groupe plus fier de ce qu'il est et il pourrait être plus respecté dans la société française. Et c'est pour ça que nous avons fait ce travail. Et qu'en fait, donc, le groupe Boisfouillé, le petit groupe, ce qu'il a fait au départ, c'est qu'il s'est concentré sur la question de la mémoire des origines. La mémoire des origines, c'est pas le souvenir des origines. Lorsqu'on dit la mémoire de l'esclavage, personne ne se souvient de l'esclavage ici. Personne n'a aucun souvenir de l'esclavage ici. C'est pas vrai ça. Quelqu'un vous raconte ça, il raconte des histoires. D'accord, ça fait tellement longtemps, il ne se souvient de rien du tout. Pas vrai. Il fabule. Par contre, ce dont on parle, c'est la mémoire. C'est-à-dire, en fait, l'idée qu'on se fait de cette question. Ce n'est pas l'histoire, c'est la mémoire. Cette mémoire, elle peut être honteuse, elle peut être douloureuse, elle peut être inacceptable. Le problème qu'il y a chez nous, et c'est fondamental d'avoir une idée de cette mémoire, c'est déterminant d'avoir une idée de cette mémoire. Parce que comme par exemple mon ami Johan me dit, les sociétés les plus reculées dans le temps et dans l'espace ont toujours cherché à codifier des représentations communes du passé au point de confier à une petite élite le soin d'élaborer le sens et les conditions de la transmission. Il n'existe pas de groupe humain qui n'a pas une mémoire commune de son point de départ. Ceci n'existe pas. Ça existe pour les assemblées de chats, de bœufs, de cochons, d'esclaves, de tout ce que vous voulez, mais tous les groupes humains ont une idée, ont fabriqué une mémoire de leur premier temps. Tous ont fait ça. Il n'y a pas de groupe humain structuré sans justement une mémoire positive de ses origines. Ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose de grandiose. Les Arméniens, c'est parce que Noé est arrivé au moment Moararat, là, en haut. Les Yoruba, c'est Olodumare qui a fait je ne sais pas quoi, etc., etc. Pour les Evé, c'est le serpent qui les a sauvés, qui a fait ça, etc., etc. Pour les Fonds, je ne sais pas trop bien. Bref, pour les Français, c'est la grande révolution française. Les droits de l'homme, les Français ont décidé que 300 personnes réunies quelque part faisaient des droits pour tous les humains. Les droits de l'homme. Pas mal, c'est bien. Mais, et puis ça, on est content de faire ça, de dire ça. Tout le monde a une origine correcte de son histoire. Le problème pour nous, c'est que notre fondation, c'est un crime contre l'humanité. Ah, c'est un problème. Nous, c'est pas comme la Shoah. Hein? La Shoah ne définit pas un juif. Sans Shoah, il y a des juifs. Mais sans esclavage, il n'y a pas d'antillais. Et on est obligé, si on veut être un groupe, si on veut répondre à ce que les autres groupes humains, à la façon dont ils ont répondu, on est obligé de régler cette question. Si on ne règle pas, on n'est jamais groupe. C'est comme une famille, si des frères et des sœurs ne savent pas qu'ils ont des parents communs, ils ne seront pas frères et sœurs. Pareil. Mais le problème, comment peut-on s'affilier à ces gens-là? C'est sympathique. À la limite, on peut s'affilier au nègre marron. Mais à eux, là. Et à eux qui ressemblent, alors bon, ça c'est loin quand même, hein. C'est un village d'esclaves au Suriname, etc., etc. C'est loin. Mais eux, là c'est les paysans de chez nous. Comment s'affilier à des paysans comme ça? C'est sympa de parler de l'esclavage, de trucs, etc., tout ça. Hein, les héros, on commémore, je ne sais pas qu'est-ce qu'on commémore d'ailleurs. Comment on s'affilie à ces gens-là? Comment on dit que ces gens-là sont des parents? Comment on voit là-dedans quelque chose de positif? Compliqué, difficile. Difficile de penser donc que l'origine soit l'esclavage.
Donc c'est peut-être pour ça que pendant très longtemps, on a dit « yes, c'est un couillon » et « demain, c'est un tébé ». Le problème, c'est qu'on a essayé de trouver une mémoire acceptable. Hier est un imbécile et demain est un stupide. Alors, il y a eu plusieurs propositions sur cette question. Il y a eu, le gouvernement français a dit tous nés en 1848. En gros, bon écoutez, ce qui s'est passé avant, on n'en parle pas. Nous, on met tous nés en 1848 et l'histoire commence là, la vie commence là, tout va bien. Ceci a duré jusqu'à 1998. Dans tous nés en 1848, on vous fait répéter à l'infini votre date de naissance. Qu'est-ce que ça veut dire répéter à l'infini votre date de naissance? C'est-à-dire avoir un rituel ou un jour où vous commémorez votre naissance. Et la commémoration de la naissance de tous nés en 1848, vous la connaissez, c'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage. La commémoration de l'abolition de l'esclavage a été présentée comme la fondation, en fait, de ces sociétés. Elle commence à être civilisée à partir de ce moment-là. Il y a eu, en particulier, en Martinique, réellement une réflexion sur ces problèmes. Et il y a eu la production de concepts sur ces problèmes. Le plus connu, c'est Césaire, qui a essayé de remettre par la négritude, de rebalancer, de remettre véritablement, d'inverser l'image. Mais lui, c'était l'image du nègre, de la peau, l'image de la couleur, parce que c'était tellement dramatique. Donc, il a émis la négritude, entre autres. Ensuite, il y a d'autres penseurs en Martinique. Il faut se féliciter que la Martinique ait produit autant de penseurs. Il y a eu l'antillanité, on est né dans le bateau, etc. Il y a eu la créolité. Nous sommes, j'irai un peu plus loin. Ça, c'est tous né en 1848. C'est Césaire, bien sûr. Alors, voyez-vous, Césaire, c'est pas l'esclave. C'est le nègre fondamental. Césaire va vous dire, j'habite une blessure sacrée, j'habite des ancêtres imaginaires. C'est pas l'esclave, Césaire. Ensuite, vous avez d'autres, vous les connaissez, si bien que moi. Donc, c'est une façon de dire comment on est, comment on peut être au monde. Parce qu'on peut pas être en chien devant les autres et au monde de façon générale. Donc, vous avez donc cette notion d'apport de différents endroits, le monde diffracté, recomposé, etc., une totalité. Enfin, vous connaissez tout ça. Alors, ce qu'ils disent aussi, c'est que comment avoir accès à cette culture, parce qu'elle n'a pas été transmise. Ils disent que c'est grâce à l'activité des artistes, l'activité des écrivains qui vont produire les éléments pour fabriquer véritablement ce mythe et le sens des choses. Alors, il y en a d'autres, c'est que les héros. En Guadeloupe, nous sommes des spécialistes. Tous les Guadeloupéens se naissent des héros. Les nègres marrons ont libéré, en Martinique aussi, il semblerait que les nègres marrons ont libéré en 1848. Alors, si les nègres marrons ont libéré en 1848, il ne devrait pas avoir beaucoup de béquets dans la salle. J'en vois quelques-uns. Donc, ça ne doit pas être ça. En Guadeloupe, c'est pareil. Il y a eu beaucoup de nègres marrons qui ont libéré. Ignace était un grand nègre marron. Il se trouve que Ignace était plus clair que moi. Et que toute l'armée qui s'est battue contre Bonaparte, 90% des chefs de l'armée étaient des mulâtres. Delgrès était l'enfant d'un planteur de Tobago et d'une mulâtresse de Saint-Pierre. Ignace était plus clair que moi, Kodo était plus clair que moi, Massoto était un blanc, etc., etc. Mais on cherche des héros. Pardon? Oui, alors moi j'arrive à Romain à Saint-Pierre. Romain, c'est un esclave, elle a totalement raison, et je l'ai dit tout à l'heure, Romain est un esclave il y a eu une révolte en 1848 en Martinique. Mais il faut pas, plusieurs révoltes en Martinique en 1848. Mais il ne faut pas confondre une révolte et une révolution. Une révolution, c'est que vous prenez les béquets et vous les mettez dehors. Parce que vous vous battez contre l'esclavage. Et à ce moment-là, vous faites comme en Haïti. Une révolution, mesdames et messieurs, vous prenez ceux qui sont en haut, vous les mettez en bas. C'est ça une révolution. Il ne faut pas confondre révolte et révolution.
Il n'y aurait pas de problème. Les gens n'auraient pas dit aujourd'hui, oui, les Békés ont toutes les terres, etc., tout ça. Mais pas tellement, ils ont fait révolution. Prends bitin là, CBC, mettre des là. Il fallait savoir nager, je suis désolé, Roger, mais c'est comme ça. Mais, je veux dire, on peut pas vivre dans des faux mythes. Ça ne sert à rien de vivre dans des faux mythes. Bien. Alors, il y a les héros. Alors, parce qu'on peut être, ça aussi, il faut comprendre ça. Il y a une telle souffrance. On peut pas dire on est né d'esclaves. C'est nul. Donc, on est né de héros. Bon, on a envie, mais c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué que vous êtes dans un pays où les gens vous disent, vous êtes dans une grosse 4x4, vous arrêtez quelque part, il y a une grande BMW, vous arrêtez, il y a un copain vous dit, on m'a qu'à faire. Voix misère pas mort. Hein. Mais qui peut inventer voix misère pas mort? Quel est le peuple qui va inventer voix misère pas mort? Ah ouais, mais laissez un vrai héros qui fait mon œuvre. Ouais. Je m'excuse, je parle en créole, ça va pas. Je continue. Non, je continue parce que là, ça va, bon. Donc, en gros, pour nous, Boisfouillé, pour revenir en 98, la blessure sacrée et des ancêtres imaginaires, ça ne le faisait pas pour nous. La créolité rassemblait les gens sur le fait qu'ils étaient créoles en France, surtout des gens venant de la canne à sucre, etc. Sincèrement, je suis devant l'Assemblée de tous créoles, ça ne le faisait pas. Être des nationalistes, faire la guerre, on a essayé de voir si à Saint-Denis, on pouvait prendre des Antilles indépendantes à Saint-Denis. On a vu qu'on n'y serait pas arrivé. Non. On a bien vu que nous ne sommes pas des Saramacas, c'est-à-dire des survivants d'esclaves fugitifs. Donc, il faut mettre les choses où ils sont. Quant à être des Africains, même les Saramacas, les plus africains des descendants d'esclaves, ils ne sont pas africains. Donc, désolé, il fallait faire autre chose. En gros, il fallait réellement faire une révolution mémorielle. C'est comment transformer l'esclave en aïeul dont il fallait honorer la mémoire. Voilà, en tout cas, voilà ce que le comité Marche du 23 mai avait dans la tête lorsqu'il a s'est créé. Voilà ce que les fondateurs de Boisfouillé, les gens de Boisfouillé avaient dans la tête. C'était une hypothèse. Ça ne pouvait jamais se faire. La marche de 98 a montré qu'il y avait quelque chose. Elle avait été capable d'unir pacifiquement 40 000 personnes autour d'une idée. Honorer au moins un jour dans l'année, non pas l'abolition de l'esclavage, mais la mémoire de nos parents qui ont souffert de l'esclavage. Je peux même pratiquement arrêter ma conférence ici, si tout le monde a bien compris ça, parce que c'est vraiment la rupture avec la mémoire nationaliste, la mémoire du gouvernement de l'abolition, les mémoires révolutionnaires, etc. Il s'agit là que toute notre population puisse avoir un minimum, un dénominateur minimum qui est l'esclave. Il aurait pu être nègre marron, il aurait pu être travailleur, il aurait pu être, etc. Bref, le parent esclave. Regardez ici, vous voyez ce que c'est ça? C'est un moulin. Vous savez pourquoi il y a de la fumée comme ça? Parce que c'est une décharge d'ordures. C'est-à-dire, voilà où étaient les lieux de mémoire chez nous. C'est à Port-Louis. Peu importe. Si en plus à Saint-François, il y a comme ça aussi, bravo. Et donc, l'idée, c'est comment on va faire ça. Aujourd'hui, il y a un Mémorial Act. Comment on a fait cette révolution mémorielle? Et ceci était important parce que, vous voyez, un vieux Saramaka qui dit, les temps anciens ou les premiers temps, donc nos premiers temps, diffèrent du passé récent en ce qui possèdent une véritable force. Ils sont la source de l'identité collective. Ils contiennent les vraies valeurs de ce que signifie être. Vous voyez que notre tâche était un peu compliquée et difficile. Nous avons donc créé le comité Marche du 23 mai 98 comme étant une ressource devant réaliser une révolution mémorielle dans le monde entier. Pour ça, nous avons créé un certain nombre d'outils. Nous avons mis en place donc une politique mémorielle que n'a pas l'État, mais que n'a pas non plus nos collectivités en Guadeloupe, Martinique. Je suis toujours frappé que lors d'une commémoration, le Conseil général fait une manifestation, le Conseil régional fait une autre manifestation, un truc invraisemblable. Nous avons mis en place quatre procédés. Les groupes de parole, la commémoration, l'enchouchage
pour retrouver et une université populaire pour sortir de l'ignorance. D'abord, les groupes de parole. Les groupes de parole ont été menés pendant 10 ans par Viviane ici. Pendant 10 ans, il y a des gens ici qui ont été dans les groupes de parole et qui pourront témoigner. Pendant 10 ans, on a fait plus de 600 séances de groupes de parole. Sur la base que, pour comprendre ce que nous sommes, Viviane nous disait que les experts de ce que nous sommes, c'est nous. Et donc, en fait, il y avait des grands groupes de parole de 300-400 personnes, mais des petits groupes également de façon hebdomadaire. 600 séances de groupes de parole. Après les grands groupes de parole, Viviane sortait avec des boutons partout. Fatiguée, après avoir appris. Parce que dans les groupes de parole, je n'ai jamais autant appris de ma société. Les gens parlaient de façon non continue. Continue. Des choses inimaginables. De leur vie dans les familles. Des questions de couleur de peau. Des violences faites aux enfants. Des atteintes de l'estime de soi abyssaux. Des choses invraisemblables. Le maire de Sarcelles un jour a assisté, il est resté assis scotché en me disant « Je ne comprends pas comment des Antillais peuvent se déboutonner comme ça. » Il est resté pendant toute la séance et depuis ça est devenu notre ami. Il ne voit plus les Antillais comme ça. Il a compris que derrière les habits des Antillais, parce que les Antillais, surtout les Antillais, elles se protègent. Elles vont voir l'assistante sociale avec des gros anneaux. Alors que d'autres personnes qui mettent Bitayu chiré. Mais elle, justement, j'ai tellement un chien qu'au moins il faut y faire mon ève. Et donc, les gens racontaient des histoires, mais les mêmes histoires qu'ils racontaient sur la femme, sur les pères, sur les enfants, sur les kississi, les enfants non reconnus, enfin bref, des trucs invraisemblables. Et comme c'était récurrent, qui dit récurrence dit système. Qui dit système dit origine. Et c'est là que Viviane nous a fait prendre conscience que ce fonctionnement particulier venait de l'esclavage. C'est là qu'on a été faire une université populaire pour comprendre tout ça, faire le rapport entre les deux. Donc, ce qui a été vraiment important, c'est que nous avons pu comprendre, grâce à son action, ce que nous étions. Et il y a quelque chose de très important, c'est que le fait de dire les choses, ça a beaucoup apaisé nos souffrances. Personnellement, je n'ai jamais autant pleuré que ça pendant ces 10 ans. Mais ça a beaucoup donné du sens, ça donnait du sens. C'était pas un individu qui vivait quelque chose de douloureux. C'était différentes personnes qui partageaient. Et le fait de dire, et de redire, et d'entendre dire, ça apaisait beaucoup la souffrance, les souffrances qui étaient et qui sortaient de là. Ensuite, nous avons mis en place les commémorations. Vous aurez compris que notre problème principal, c'était de pouvoir, parce que lorsque les victimes de l'esclavage, elles sont déjà mortes, nous ne sommes pas victimes de l'esclavage. Nos parents ont été victimes de l'esclavage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? C'est au moins les honorer, au moins faire en sorte qu'ils puissent en fait qu'on puisse les considérer comme des personnes, que tout le monde puisse les honorer. Donc nous avons mis en place une journée pour ça, qui est le 23 mai, en souvenir du 23 mai 98, et parce que comme c'était des victimes d'un crime, elles ne pouvaient pas ne pas être honorées. Et il était important d'honorer ces personnes en tant que victimes pour que les descendants ne se croient pas victimes. Parce que si vous n'honorez pas les victimes, mais c'est tout cholé à victime, là, quelqu'un comprend que lui-même est victime. C'est normal. Bon. Et puis, très important de les honorer. Pourquoi? Parce que vous n'honorez pas des gens non honorables. Vous n'honorez pas des chiens. Si, il y a certains chiens qu'on peut honorer. Mais vous n'honorez pas les gens qui sont des chiens. Vous n'honorez pas les criminels. Vous honorez des gens honorables. Et vous vous rendez compte? Lorsque l'Antillais voit qu'on honore la mémoire de son aïeul, c'est quelque chose d'important, ça. Ça permet d'inverser aussi le stigmate. Et puis, ça donne une unité de la communauté. Parce que commémorer, c'est honorer ensemble. Une fierté et une reconnaissance en France hexagonale, comme je vais vous le montrer. Vous voyez, la question qu'on s'est posée, nous, puisque nos parents ne nous avaient pas dit comment honorer des victimes de l'esclavage. Personne ne nous avait laissé ça. On n'avait pas appris ça. Donc, comment honorer? Qui honorer? Avec qui commémorer? Or, au départ, on a fait ça. On a beaucoup hésité, vous savez. Hein? On a été dans la rue, on a été dans un stade, on a fait plein de choses. Et puis après, on a trouvé un système qui s'est densifié. On honore, il y a commémoration dans les églises républicaines
et puis un grand rassemblement. Je vais vous montrer ça. Au départ, ça a été que les descendants qui ont honoré. Nous. C'est très simple, hein? On voulait que personne vienne honorer avec nous. C'est nous et nous et nous et nous. Nous et nos parents, nous. Personne. Bon. C'est dit quand même, il y a un problème. Et puis, il y a eu d'autant un problème que, en fait, le gouvernement ne voulait pas reconnaître le 23 mai. Donc à ce moment-là, on s'est dit non, c'est un truc qui ne va pas. On est obligé de nous ouvrir. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris des cours de République. Parce qu'on s'est rendu compte que pour que cette date puisse être connue en France, il fallait aller parler avec nos parlementaires, parler avec les maires, parler avec nos administrés, nos édiles, enfin bref, aller parler. Et vous avez vu des Antillais, pas historiens, qui ont été voir leurs maires, qui ont été voir leurs députés, avec leurs enfants, en leur disant, monsieur le député, je veux que ce jour-là, pour mes enfants, pour mes parents, je veux que ce jour-là soit reconnu. Et à partir de 2005, nous avons des lettres extrêmement touchantes de ministres, de municipalités, qui ont vu dans ce mouvement quelque chose de très fort. Et des autorités républicaines ont commencé à honorer avec nous en 2005. Et à ce moment-là, on s'est rapproché de la République. Parce que là, on voyait que la République, c'était un système qui pouvait entendre ce qu'on disait. Et qu'on pouvait en fait utiliser des armes de la République, le vote. Donc vous voyez, ça nous donne des éléments pour convaincre qu'il faut vivre en République. Et puis, à partir de 2006, ça a été les autorités religieuses. Important, ça. Autorité républicaine, autorité religieuse, pourquoi? Parce qu'on a bien compris quelque chose. Et beaucoup d'entre nous sommes chrétiens. Comment peut-on honorer le Christ sur la croix si on n'honore pas la mémoire de nos aïeux qui ont souffert de l'esclavage? Lorsque cette question a été posée aux chrétiens, là, ça a été un énorme problème. Un gros problème. Et petit à petit, s'est engagé avec les autorités ecclésiastiques un travail pour que dans les églises, on puisse honorer la mémoire des victimes de l'esclavage. Et puis il fallait petit à petit, lorsque tout ça s'est fait, on a pu être capable d'avoir la force de faire de grands rassemblements pour montrer que nous ne vivions pas que dans le passé, que basé sur cette mémoire retrouvée, verticale avec cette mémoire retrouvée, on montrait lors des manifestations à la fin de la journée du 23 mai, qu'il y avait des entreprises, qu'il y avait nos grands artistes. Bref, on montait une communauté qui était un mouvement, qui s'organisait. Et en France, c'est important de montrer que vous avez une communauté qui s'organise pour les raisons qu'on verra tout à l'heure. Voilà ici, par exemple, des monuments. Ça, c'est à Grigny, en Essonne. Ça, c'est ici à Sarcelles, devant une statue, la grande statue qu'il y avait tout à l'heure, la gardienne de vie. Vous voyez ici, vous avez ici des panneaux où tous les noms, comme ceux que Emmanuel Gordien vous a dit, ont été retracés. Et vous avez les autorités républicaines qui viennent et qui passent devant ces noms. Et les Antillais dont les noms se trouvent là, voient que qu'il y a des autorités religieuses comme des autorités républicaines qui s'inclinent devant les noms de leurs parents. Lorsqu'on s'incline devant les noms de vos parents, ça veut dire que ce ne sont pas des chiens. Ça veut dire que ce ne sont pas des riens. Ça veut dire que ce ne sont pas des ordures. Ça veut dire que ces êtres qui étaient condamnés à l'oubli, à n'être des riens du tout, on les a mis à un endroit où les descendants voient qu'on peut les honorer. De ce fait, si vous aviez honte, en fait, de cette histoire et de vos parents, ce dispositif permet justement d'inverser la honte. Voilà les commémorations dans les églises. La basilique de Saint-Denis pouvait être remplie et on a créé un dispositif où les cérémonies étaient œcuméniques avec des adventistes, des évangéliques et avec donc des catholiques. Et vous voyez ici des gens qui ont présenté. Tenez, ici vous avez Viviane avec sa sœur et elle tient dans sa main la photo de son grand-père, de son arrière-grand-mère, qui est la descendante de Louise qu'elle a retrouvée, qui est née en Afrique. Et donc les gens sont là. Et l'idée est très simple, c'est honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est le 4e ou le 5e commandement selon qu'on soit adventiste ou catholique, mais peu importe, ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas se dire chrétien et ne pas honorer ses aïeux qui ont vécu en esclavage. Ceci est tout simplement
Enfin, vous comprenez ce que ça veut dire. Et puis Limier-Bayo, c'est 30 000 personnes à République. C'est l'existence d'une communauté antillaise qui est capable aujourd'hui de montrer qu'elle existe. C'est important d'un point de vue politique, pour les différents partis politiques, pour les responsables politiques, pour ceux qui veulent faire du lobbying politique. Il est important qu'il y ait ce moment très fort de rassemblement, extrêmement fort de rassemblement. Et puis, le dernier dispositif qu'on a mis, enfin l'avant-dernier, c'est que pour savoir honorer, il faut savoir qui est-ce qu'on honore. Donc, on a été les retrouver. Il y a eu une centaine de personnes qui ont été dans les archives, qui ont dépouillé les archives, qui ont trouvé les noms des personnes nommées en 1848, les aïeux des Antillais. Il y a une structure, l'atelier de généalogie des familles et l'histoire des familles antillaises, qui fait de l'accompagnement généalogique, qui fait de l'ensouchage, parce que c'est en Martinique j'ai mis ensouchage, parce que vous dites souche, nous en Guadeloupe on dit ensouchoucage. Bref, mais je suis en Martinique, donc ensouchage. Et vous voyez, il y a des gens qui viennent, il y a des manifestations toute l'année, les gens viennent, ils prennent le nom de leurs aïeux, il y a peut-être des milliers et des milliers d'Antillais qui ont retrouvé par ce procédé le nom de leurs aïeux, et là on fait le tour des départements, enfin bon bref, c'est un travail de militant qui est important. C'est un travail colossal, 120 000 personnes retrouvées, un lien parental et direct a été établi. Vous voyez, on ne parle pas à la personne de l'esclavage. On dit à la personne, est-ce que tu sais qui est la première personne qui a porté ton nom? La personne vient, il se trouve que la personne était esclave. Mais des fois, l'esclavage, c'est une agression pour quelqu'un. Mais lorsque tu lui dis, viens retrouver le nom de ton parent, c'est de la famille. Et il vient. Et donc, à ce moment-là, il peut accepter ça. C'est un vrai mouvement de masse. On trouve une origine. Moi, le jour où j'ai trouvé la mienne, j'ai eu le sentiment d'être planté au sol. Maintenant, il y a des experts qui sont formés. Et là, nous avons comme objectif d'explorer donc les actes notariés, qui sont des actes avant 1848. L'idée, c'est de pouvoir retracer le parcours d'un individu, de sa famille, jusqu'au bateau et jusqu'à la personne nommée en 1848. Nous voulons transformer la mémoire, enfin, cette mémoire qui était marécageuse des Antillais de leur histoire, en un superbe jardin dans lequel ils pourront marcher pour aller retrouver en fait les différentes fleurs qui sont en fait leurs aïeux à différents moments, à différents endroits de ce jardin. Nous avons aussi mis ces personnes dans des livres, parce que ces personnes qui étaient destinées à être dans la poubelle, on les a mis dans des livres pour que les Antillais puissent avoir ces livres chez eux, donc avoir leurs parents chez eux. Parce que le plus grand tombeau, le plus beau tombeau de ces personnes ne peut être en fait, même s'il y a des monuments, que le cœur des descendants. C'est pour ça qu'on a fait ces livres. On a fait le site internet, en choucage, vous tapez, ça tenez, vous voyez, là on a tapé Lurel, par hasard. Et on a trouvé l'ancêtre de Lurel, Gustave Lurel, qui est né à Vieux-Habitants. Ça, enfin, je passe là-dessus. Ensuite, il était important qu'on ne puisse pas construire une mémoire sur des affabulations. Ouais, on était ni plein d'aigle marron en Martinique. Ah ouais. Ah, il faut c'est blanc. Bon coup, hein. Donc, on a fait une université populaire. Il y a plus de 1000 conférences qui ont été faites, de façon à avoir une connaissance précise des choses. En tout cas, la plus précise des choses. Je vous passe, mais par exemple, c'est sortir de l'ignorance des fantasmes, lutter contre la concurrence mémorielle, lutter contre le racisme. Et voici par exemple les modules. Vous avez un module Histoire de la traite et de l'esclavage colonial qui est fait avec Paris en Sorbonne. Vous avez un module Mémoire de la traite et de l'esclavage colonial. Vous avez un module Mémoire des crimes contre l'humanité. Un module Diversité humaine et lutte contre le racisme qui est fait avec le Musée de l'Homme. Vous avez un module Construction des sociétés post-esclavagistes. Donc ça fait à peu près entre 15 et 20 conférences de l'université populaire par an, plus des actions dans les écoles. Donc vous voyez que c'est carrément, il faudrait qu'on soit tous à temps plein sur ces questions. Alors où en est-on là maintenant? Je pense qu'il y a eu une véritable avancée du monde antillais sur ces questions. Vraiment. Je pense qu'il y a en tout cas les gens qui ont fait ce travail ont une réconciliation avec eux-mêmes. Ceci conduit à un apaisement et au fait qu'on comprend qu'il n'y a pas besoin de bouc émissaire, parce qu'on sait que s'il y a souffrance, elles sont en nous, on sait d'où elles viennent. Les boucs émissaires, c'est pas là le problème. Et puis il y a une rectitude. Vous savez, lorsque vous connaissez cette histoire, vous avez compris le sens des choses, ensemble vous avez parcouru ce chemin,
il y a le sentiment d'être beaucoup plus fort et d'être différent au monde. Il y a une plus grande visibilité, un respect, une reconnaissance de cette communauté. Il y a aussi quelque chose qu'on peut difficilement imaginer ici, c'est une démystification des lieux de pouvoir en France. Avec tous ces mouvements, les Antillais rentrent au Sénat, ils rentrent à l'Élysée, ils rentrent au ministère. Moi, au départ, lorsque je suis arrivé en France, lorsque j'allais au ministère, je pensais qu'il y avait des renseignements généraux qui me suivaient partout. J'allais là comme ça, caché, enfin bref. Là, maintenant, les étudiants font leur manifestation au ministère, on va au Sénat. Je vous assure, tous ces lieux sont démystifiés. Le rapport aujourd'hui des Antillais qui vivent en France, en tout cas la région parisienne, avec l'État, le gouvernement, est très très différent. Ils sont capables de faire des manifestations de grandes envergures. 30 000 personnes, République. Aucune communauté ne fait ça. Autour de son histoire, personne ne fait ça. Et de ce fait, il est possible d'avoir un poids politique beaucoup plus important. Il y a une tentative qui s'appelle le CREFOM, mais qui peut s'appuyer sur toutes ces démonstrations. Bon. Ça, c'est les retrouvailles avec nous-mêmes. J'ai mis cette photo pour dire c'est famille ou pébo. Ou c'est famille ou pébo, yo. C'est de la famille, tu peux les embrasser aujourd'hui. C'est les Antillais qui se précipitent lorsqu'on dévoile les noms. Ils se précipitent pour rechercher leurs noms. C'est la reconnaissance par la République française du 23 mai. Vous voyez, dans la circulaire du 2 mai 2008, la République française reconnaît le 23 mai comme journée en mémoire des victimes de l'esclavage. C'est important ça. En Martinique, vous commémorez l'abolition de l'esclavage. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane également. En France aussi, on le fait le 10 mai. Mais nous avons un jour spécial où on honore nos parents, ceux qui étaient victimes de l'esclavage. Et je pense qu'il faut réfléchir à ça. C'est une reconnaissance, que ce soit par le gouvernement de Deloitte, que ce soit par François Hollande, tous les deux, ici c'est Sarkozy, Hollande, disant que le 23 mai, le jour où on honore les victimes de la traite et de l'esclavage colonial. C'est clair. Enfin, c'est un peu clair. Je vais vous dire pourquoi c'est un peu clair tout à l'heure. Regardez ça. Des monuments au nom des esclaves fleurissent en Île-de-France. Vous voyez ici, vous avez des petites pastilles où vous avez le nom, prénom, matricule, nom de 213 personnes. Pourquoi 213? C'est 1635 à 1848. Ça, c'est Saint-Denis. Ici, vous avez Sarcelles. Ici, vous avez Creil. Ici, vous avez, Éric l'a vu, Grigny. Des Antillais. Quand même, les Antillais, quand même, sont forts, quand même. Des Antillais mettent des monuments avec le nom de leurs aïeux qui ont vécu l'esclavage. Ils implantent ça en France. Aucune communauté ne fait ça. Ça s'appelle pisser en place pour faire kim. Je traduis. Faire pipi toujours au même endroit pour que votre odeur puisse rester et savoir que vous êtes là. D'accord? Et ça, c'est quelque chose, et ceci montre en fait le des résultats de la révolution mémorielle. Comme j'ai dit, transformer le caca dans de l'or. Aujourd'hui, les Antillais sont fiers d'avoir leur nom sur des monuments. En 2013, lorsqu'on a inauguré le premier monument, peu d'Antillais de la ville de Saint-Denis ont voulu. Ça fait, à Grigny, on avait trop de noms. Parce que c'est un processus. C'est une transformation importante, ça. C'est l'effet d'une révolution mémorielle. Et puis là, bon, vous avez une communauté donc qui se définit par son histoire, qui est devenue non honteuse. Et ça, c'est important. Alors, où en sommes-nous? Je pense qu'on peut dire qu'on est fiers de notre identité, celle de, lorsqu'on dit français descendants d'esclaves. Alors, je tiens tout de suite à vous dire que, en disant descendants d'esclaves, je suis pas en train de dire que c'est génétique. Vous me regardez, j'ai certainement pas que des esclaves, je suis un métis, de point de vue génétique, c'est pas là le problème. C'est que j'hérite d'une histoire particulière, par ma famille, par ce que je ressens, par plein de choses. Ce n'est pas du tout quelque chose de génétique. C'est un groupe humain qui est issu d'une histoire particulière et qui fonctionne d'une certaine façon. En tout cas, pour ceux qui vivent en France,
dont la grande majorité viennent des quartiers populaires et des champs, eh bien, ceci est quelque chose qui leur donne quelque chose de bien, ça les apaise, et en même temps, on peut travailler les questions de citoyenneté. Alors, nous, aujourd'hui, nous devons avancer. Nous développons notre travail mémoriel, nous devons l'étendre, nous devons le systématiser, augmenter le travail dans les archives. Nous devrions être capables de passer dans toutes les villes de France et de Navarre, en Guadeloupe et en Martinique aussi. Mais il y a quelque chose d'important, je vous ai parlé des groupes de parole, nous devrions être capables de réfléchir à comment systématiser le travail d'aide psychologique que Viviane a conduite dans les groupes de parole et qui a été déterminant. Mais on peut pas, il faut avoir des moyens pour faire ce genre de choses. Il faut qu'il y ait une politique familiale carrément dans les départements pour ça. Et ce que nous essayons de faire actuellement, c'est de développer des ressources antillaises qui sont pour des problèmes spécifiques. Donc, Viviane a créé le CAFAM, qui est le Centre d'aide aux familles matrifocales et monoparentales, pour aider d'autres populations à partir de son expérience des populations en monoparentalité, mais également continuer le travail sur la matrifocalité, mais la pauvre, elle peine considérablement. Et puis, il y a des gens qui savent, là, vous avez Outre-mer Network, qui sont des réseaux de jeunes entrepreneurs là-bas. Bref, on essaie de sortir des associations communautaires qui existaient dans les différentes villes pour avoir vraiment de véritables institutions pour prendre en charge des problèmes spécifiques que nous avons. Alors, continuer la révolution mémorielle, mais pour le faire, nous avons eu besoin de penser la question de la réconciliation. Voici à Bastille, le 23 mai 2014, M. de Laguilleret, moi-même, Serge Guézo ici, Prince d'Abomey. Et à partir de ce moment, nous avons mis en avant l'indispensable réconciliation avec les protagonistes de cette histoire, parce qu'en fait, ils font aussi partie de la guérison. Je m'explique. Pour les descendants, nous devons continuer ce travail que nous faisons. Parce que les descendants d'esclaves sont les plus en difficulté sur cette question. Par définition, ce ne sont pas les descendants d'engagés indiens qui sont en difficulté. Ce ne sont pas les descendants de colons qui sont en difficulté sur cette question. Ce sont les descendants d'esclaves. Et ils sont en difficulté sur des questions d'estime de soi, de désaffiliation, d'ignorance de ce qu'ils sont, de la honte de l'origine, bref, tout ce que je vous ai dit précédemment. Donc, nous sommes obligés de consolider absolument notre travail avec la République. Il est très important qu'elle puisse continuer à nous aider. Et c'est parce que tout simplement, nous sommes des citoyens. Pourquoi? En fait, c'est dans ce combat que nous avons véritablement rencontré la République, parce que nous a permis de régler des problèmes. Mais elle hésite encore. Là, ces jours-ci, elle pense que le 23 mai va tuer le 10 mai. Parce que simplement, elle pense mal le 10 mai. Et donc, elle a essayé donc de créer une fondation pour pouvoir tout régenter, toute la politique mémorielle en France. Le problème, c'est que je vais vous donner la position de notre association. Personne ne doit nous dire quand, où et comment honorer nos parents. C'est la première notion, c'est la première notion de liberté. S'il y a quelque chose qui s'appelle sortir de l'esclavage, c'est bien ça. Puisqu'il s'agit de vos premiers temps, de ce qui vous définit, ce qui est votre être, ce qui est votre âme. Personne ne peut vous dire comment honorer vos aïeux. Et pas la République non plus. Parce qu'elle doit comprendre ce qu'est cette histoire, renforcer le fait que vous le faites, parce qu'en le renforçant, elle renforce aussi la citoyenneté. Or aujourd'hui, si elle pouvait effacer le 23 mai, elle l'effacerait. Et voyez-vous, elle est là, je vous ai dit qu'il y a une circulaire qui est sortie, mais cette circulaire, elle est en contradiction avec le décret qui instaure le 10 mai. Et ça fait 2 ans qu'on lui demande de faire en sorte que la circulaire soit remplacée par un décret. Parce que voyez-vous, n'importe quelle autre force politique néfaste va venir, ça va être beaucoup plus facile d'enlever une circulaire qu'un décret. Donc, là, ils hésitent. Et c'est donc un combat qu'on a mené encore. Parce que nous souhaitons
que le monde entier vivant là-bas est son étendard. Son étendard, c'est le 23 mai. Parce que c'est quelque chose qui l'aide à sortir du ressentiment, qui l'aide aussi dans sa citoyenneté. Alors l'Afrique, protagoniste aussi de cette histoire. Notre position est la suivante. Emmanuel Gordien tout à l'heure est venu, vous a raconté, mais nous ne sommes pas des Africains. Nous sommes des descendants d'esclaves, mais nous ne sommes pas des Africains. L'Afrique, c'est le tiers des langues mondiales. L'Afrique, c'est l'endroit où il y a la plus grande diversité génétique. C'est des centaines, des milliers de peuples et de cultures différentes. Dire que nous sommes des Africains, c'est n'avoir rien compris à l'Afrique. Nous ne sommes pas des Africains. Mais par contre, et lorsque nous avons été là-bas et que les Africains nous ont demandé pardon, parce que c'est assez étonnant hein, au Bénin, on vous demande pardon, enfin bref, on leur a dit, mais pourquoi vous nous demandez pardon? On est vivants. On est vivants. Il y en a qui sont morts, mais on est vivants. C'est-à-dire que, ce que je voulais dire par là, c'est que, comment dire ça pour ne pas dire des choses difficiles? Je veux dire en fait qu'à la différence de la Shoah, il n'y a pas de survivants des chambres à gaz. Il n'y en a pas. Mais par contre, nous avons été créés dans l'esclavage. Il y a eu 15 millions de personnes qui ont été déportées. Aujourd'hui, nous sommes 150 millions. Des nouvelles cultures sont nées. C'est ce que je veux dire en disant que je suis vivant. L'histoire est l'histoire. On ne refait pas le match. On ne refait pas l'histoire. Personne ne peut refaire l'histoire. En tout cas, aucun humain ne peut refaire l'histoire. Donc l'histoire, il faut en tenir compte, prendre ce qu'il y a et aller de l'avant. La seule chose, c'est que nous souhaitons que les Africains nous respectent en tant que ce que nous sommes. Lorsque Serge Guézot est venu me raconter qu'il allait me montrer mon ancêtre par la divination, je lui ai dit, écoute Serge, mets-toi à côté là. Je lui ai dit, je suis un descendant. Je ne suis pas un Béninois. Je ne serai jamais un Béninois. Et ils ont compris, au fur et à mesure, qui nous étions. C'est pas parce que Emmanuel Gordien a été retrouvé la famille de son aïeul qui est devenu un Yoruba. Il n'est pas devenu un Nago. Il est un descendant d'esclaves. Il connaît son histoire. La seule chose, c'est que nous avons un rapport avec l'Afrique qu'il faut assainir. C'est tout. Nous allons mettre une stèle à Ouida avec les noms parce que nous voulons mettre un pont parce que trop de mauvaises choses sont dans la tête des Antillais par rapport à l'Afrique. Il y a un pont, il y a une réconciliation à faire avec l'Afrique. Mais elle doit être faite sur des bases claires. Et nous écrirons l'histoire avec eux. Et nous développerons avec le tourisme mémoriel. Parce qu'il faut venir au Bénin. Le Bénin, c'est un livre d'histoire de la Martinique et de la Guadeloupe à J-1. Je vous assure, vous verrez, c'est extraordinaire. Ah, les béquets. Alors bon... Je prends mon souffle. Le problème qui fâche en Martinique. On m'a déjà déchu 2 fois de ma nationalité guadeloupéenne. Comme la Guadeloupe n'est pas encore indépendante, donc ça ne prend pas encore effet. Parce que nous avons osé fréquenter Roger de Jaham. Bien, non, parlons sérieusement, c'est une question sérieuse. Nous avons besoin des béquets dans notre processus d'inversion du stigmate de l'esclave. Ouais. Nous avons besoin des béquets. Pourquoi? Parce que l'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, les béquets sont une puissance idéologique. J'espère qu'il n'y a pas qu'eux qui sont puissance économique, madame, dans ce pays. J'espère qu'il y a des descendants d'esclaves qui ont des richesses dans ce pays. J'espère quand même, parce que ça avait dit franchement nous en chien. Donc espérons que d'autres groupes issus de cette histoire commencent et aient la possibilité dans ce pays de devenir une force économique. Riche, bien évidemment. Capitaliste, bien sûr. Comment peut-on
Monsieur, vous avez quelque chose à dire là. Ah, d'accord, c'est pour m'inviter, d'accord. Il n'y a pas de problème particulier. Donc, pardon, madame? Et pas forcément issu de cette histoire. Mais bien sûr, madame, et d'ailleurs, à différents niveaux, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce qu'il y a, c'est que, encore une fois, petite parenthèse avant d'arriver à la question des béquets, le groupe majoritaire ici, qui est descendant d'esclaves, c'est ainsi que je le définis, il reste dans une dynamique fermée, ces pays n'avancent pas. C'est ça mon problème. Alors les béquets, c'est important parce que c'est une puissance idéologique pour une raison très simple. Alors mettons les pieds dans le plat. Merci madame. Mettons les pieds dans le couille. Je pense que le projet Martinique est un projet béquet. Je m'explique. Qui est venu ici? Qui a décidé que les choses se feraient de telle ou telle façon? Qui a décidé que ces îles seraient des îles à sucre, à part le roi de France? Qui a appliqué les choses? Je crois que vous m'avez compris. Ils sont un pôle majeur dans la société. Ils sont un pôle idéologique majeur. Ce que je veux dire, madame, mais absolument. Non, mais c'est normal, faut laisser. Bien. C'est possible, madame. C'est possible, mais c'est pas mon propos, madame. Madame, s'il vous plaît, ce n'est pas mon propos pour l'instant. Laissez la dame parler. Madame, s'il vous plaît, ça s'est bien passé pour le moment. Mais je souhaiterais, madame, s'il vous plaît, je souhaiterais, madame. Alors, il y a deux choses. On ne discute plus sur les béquets. Je peux passer à autre chose. Hein? Ah, bon, d'accord. Eh bien, on nous parlait. Moins? Quoi faire? J'ai, à présent, moi, en forme. Bon, mesdames et messieurs, est-ce que je peux poursuivre ma conférence? Oui. Bravo. Bien. Alors, attendez, s'il vous plaît. Lorsque je dis un pôle majeur de la société, historiquement, je veux dire que dans cette histoire, il y a une pièce. Une pièce, elle a deux faces. Peu importe, c'est pas là le problème. Mais qu'on ne peut pas éliminer une des faces de cette pièce. Il n'existe, si il y a une pièce de monnaie, aucune façon de conserver une pièce de monnaie en la coupant en deux ou en quatre. Ça veut dire qu'elle n'existe plus. Donc la pièce existe. Et en plus de cela, dans la tête de tout le monde, et c'est une réalité, les béquets ont eu un poids idéologique et politique extrêmement important. Ce pays, ils l'ont développé. Peu importe, je ne suis pas en train de dire où c'est bien, pas là le problème. Ils sont martiniquais comme tous les Martiniquais. C'est la vérité vraie. C'est comme ça. Bon. Ils doivent honorer la mémoire des victimes de l'esclavage. Parce qu'en le faisant, ils participent à l'inversion du stigmate de l'esclave. Parce que comme la République française, comme les ecclésiastiques, ils ont une influence. Et c'est logique de reconnaître ça. Donc ils peuvent faire des choses extrêmement, sur ces questions extrêmement importantes. Et regardez, je lis. Nous nous souvenons, la communauté martiniquaise est née dans l'inhumanité de l'esclavage. Cette sombre période a porté atteinte à la dignité de milliers d'hommes et de femmes et en a résulté de grandes souffrances qui marquent encore profondément les Martiniquais de toute origine. Des colons venus d'Europe se sont implantés à la Martinique depuis le XVIIe siècle dans le cadre de l'expansion coloniale, ayant fait souche. Parmi leurs descendants, les béquets d'aujourd'hui se souviennent et tiennent à apporter leur témoignage à la célébration du 150e de l'abolition de l'esclavage. Ils le font avec sincérité et émotion. L'évocation de cette histoire commune fondatrice de l'identité créole contemporaine doit constituer une nouvelle étape vers une meilleure reconnaissance mutuelle de tous ceux qui vivent à la Martinique et sont ensemble les acteurs de ce devenir. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, de par le monde, plusieurs millions d'hommes, de femmes, d'enfants sont encore maintenus en esclavage. En tout cas, s'unissent pour déclarer l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité. 1998, 400 personnes, donc des béquets, signent cela. Il faut aller plus loin. Alors, ils ont fait tous créole et ça, je pense que c'est très très bien. Mais j'insiste vraiment beaucoup sur la question de la rencontre et d'aller beaucoup plus loin dans la rencontre. Et ils ont été plus loin. Vous avez ici, nous avons rencontré Roger de Jaham. Vous voyez, j'avais mon costume de baroudeur. Ouais, voilà. Et Viviane qui est très pensive et Roger qui a le micro. Viviane encore plus pensive en bas, quant à moi, c'est terrible. Puis vous avez de la Guigneret, puis vous avez le jeune Ayotte feu jeune Ayotte. Bref. En 2009, nous avons donc rencontré, donc Roger, nous avons demandé à rencontrer les béquets. Pour leur dire, voilà, nous avions depuis très longtemps fait des groupes de parole et nous voulions leur dire comment nous fonctionnions. Car nous pensions qu'ils ne savaient pas comment nous fonctionnions. Parce que nous-mêmes, nous ne le savions pas. Nous ne pouvons pas imaginer qu'ils puissent le savoir alors que nous ne savions pas. On leur a expliqué pendant toute une séance, 3 heures de temps, qui on était, nos familles, pas de généalogie, les potomitans, etc., etc., etc. Il y a même quelqu'un qui est venu, qui a fabriqué une petite voiture en bois et qui a dit, c'est déjà âme, gagne ça bien. Ouais, ti l'auto là ça. C'est comme ça qu'on fabrique nous. Son loto sans jolivet, qu'a marché, mais pas ni en jolivet qui warning guini. Alors, traduction, c'est une petite voiture, elle marche, mais elle a pas d'enjoliveur, elle a que des feux de détresse. Une seule option, feu de détresse. C'est sa vision de voir des choses. En tout cas, c'est comme ça qu'il voulait l'exprimer. Et on a écouté, moi c'est la première fois que je voyais Roger. J'étais à côté de Roger et j'ai dit à Roger, Monsieur de Jaham, vous êtes pour moi plus un étranger qu'un Français métropolitain. Il était surpris. Il avait raison d'être surpris. J'avais tort. Parce que je ne le connaissais pas. Parce que d'abord en Guadeloupe, j'avais jamais fréquenté de béquets. Il y en a beaucoup moins, me semble-t-il. Enfin, je ne sais pas. Je ne les vois pas, je ne les connais pas. Mais j'avais tort. Je le dis, j'avais tort. Parce que c'est faux. C'est-à-dire que lorsque aujourd'hui j'ai vu Toto rencontrer Roger hier, il y a tous les drapeaux petit ponchaillot tranquille, c'est comme c'est les plus vieux amis du monde. C'est-à-dire c'est des représentations aussi qui mettent des barrières. C'est terrible. Mais c'est parce que ces représentations existent. Je fais la différence entre, dans un système capitaliste, quelqu'un qui a réussi, qui a de l'argent, etc. Ça, c'est la lutte des classes, avec en fait ce que l'histoire nécessite, ce que la mémoire exige pour que nos pays puissent aller bien, c'est-à-dire la rencontre et discuter avec les gens. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. En tout cas, il me semble extrêmement important, parce qu'il faut bien comprendre d'où vient le groupe des descendants. En tout cas, c'est notre expérience à nous. La nécessité d'honorer la mémoire des victimes de l'esclavage est quelque chose de fondamental. Il est extrêmement important lorsqu'un président de la République honore vos parents inscrits quelque part. Et il est extrêmement important aussi lorsque n'importe quel, les essais d'assises le font. Il est important que dans ce chemin-là, dans ce que l'on fait, les personnes, tous créoles, mais aussi donc, maintenant je vois, Eric vient souvent à nos manifestations et c'est un bonheur qu'il vienne à nos manifestations. D'abord, il voit des choses et puis c'est important pour nous, c'est important pour les descendants de voir ça. Je vous assure, c'est extrêmement important. Donc, on a commencé un chemin en 2009, mais j'ai fini en 2009. En 5 minutes. Je disais donc 2 faces de la même pièce, indissociables avec des aïeux à des positions antagoniques. C'est nécessaire, ça nécessitera du courage, je pense. Et nous avons, pour justement consolider ce travail, vraiment pour le booster, nous avons vu la nécessité de faire cette fondation. La fondation qu'on a appelée de 2 termes qui apparemment sont antagoniques. Esclavage, réconciliation. Exprès. Parce que pour nous, c'est un programme, c'est un objectif, c'est un chemin dans lequel on entre. Cette fondation esclavage et réconciliation, regardez, le point de départ,
Monsieur Ayotte va être surpris, hein, cette fameuse photo. Elle commence en juillet 2015 où Viviane et moi, avec José Gadarcan, qui est le chef du BTP en Guadeloupe, et avec Jean-Luc Cafournet, qui est un petit génie de l'informatique qui a créé la société Urbis qui fait de l'aménagement, on s'est rencontrés parce que tous, ils nous avaient aidés pour le 23 mai. Parce qu'un 23 mai, vous savez, c'est à peu près entre 150 000 et 200 000 euros. Nos membres mettent pour 10 000, 15 000 euros. Le gouvernement met des fois pour la moitié, puis le reste, il faut aller chercher l'argent. Donc, nous avons des chefs d'entreprise qui nous aident, qui trouvent que ce travail est bon. Et donc, on a discuté, et l'idée est venue petit à petit de dire qu'on va faire cette fondation, donc ça a pris du temps, mais en mettant des personnes des chefs d'entreprise, fondation, il faut au moins des gens qui peuvent mettre un peu d'argent, mais qui ont eu des aïeux à des positions contraires dans l'histoire, pour justement montrer qu'on est capable, sur cette question, de faire des choses ensemble. Et ensuite, nous avons créé cette fondation parce que nous avons dit que nous refusons de subir le poids d'une histoire traumatique, lourde de ressentiment, de rejet. Et l'objectif de la Fondation Esclavage et Réconciliation est de construire une mémoire apaisée de l'esclavage en vue de développer des sociétés solidaires, dynamiques et non conflictuelles pour les générations futures. Il y aura toujours des conflits de lutte de classe, ça c'est très clair. Mais des conflits qui se basent sur l'histoire, où on refait l'histoire chaque fois, il faut vraiment arrêter ça. En tout cas, il faut travailler à arrêter ça. Et la Fondation s'attachera à accompagner les initiatives généalogiques, éducatives, culturelles, qui garantissent un travail mémoriel dans le sens de la réconciliation, à amplifier les travaux historiques, anthropologiques, culturels, cinématographiques, traitant de l'esclavage colonial et des sociétés post-esclavagistes, et à promouvoir un tourisme mémoriel. Le tourisme mémoriel est important parce que ça veut dire qu'on passe simplement d'une mémoire à aussi du développement. Ça sert à voir des gens à différents endroits, mais imaginez la personne qui a son lolo dans une habitation qui a été rénovée, et dans son lolo, il y a une borne, et dans cette borne, il y a un appareil numérique, on appuie sur le nom, on voit le nom d'une personne qui habitait là, on retrace tout son parcours dans toutes les habitations depuis 1666, toutes les personnes qui étaient là, enfin bref, c'est-à-dire cette personne peut voir des touristes venir dans son lolo, apprendre de l'histoire. La Martinique et la Guadeloupe peuvent témoigner de cette histoire. C'est une histoire importante, c'est l'histoire du capitalisme mondial, l'esclavage. Elles peuvent témoigner de ça, mais si on arrive à effectivement créer cette réconciliation entre nous, ça va être extraordinaire comme capacité de témoignage au monde que cette histoire a existé, mais que les descendants des protagonistes se mettent ensemble pour la mettre en valeur. Et ça, c'est un objectif vraiment fondamental. Et donc, les personnes qui ont signé ça, c'est moi-même, Bernard Ayotte, Serge Guézot, Prince Dabomé, José Gadarcan, Éric Delucy, Jean-Luc Cafournet, Roger Djaham, Jude Gali, qui est le patron de Matouba, excusez-moi pour Didier, Daniel Marival, Marie-Josée Ali Montieu, Emmanuel Gordien, Luc Laventure et Viviane. Voici cette conférence le 23 mai. On a tenu que ce soit le 23 mai. Cette fondation fait une conférence de presse. Et pour finir, je dirais que la fondation et tout ce processus est un chemin étroit mais d'espérance. Il faut supposer que chacun soit capable d'introspection, de sincérité, de reconnaissance des victimes, mais aussi de reconnaissance de la construction monstrueuse de l'esclavage sur tous les protagonistes. C'est un grand travail. Et vous voyez le sentier, il est petit. Mais il est important d'y aller parce que je finirai sur cette diapo. Ceci est la Martinique, comment ça s'appelle ? La pyramide des âges de la Martinique en 2030. Dans 14 ans. Vous voyez que les populations la plus nombreuse a 60 ans. Et ce qu'on dit, c'est que ceux qui sont en dessous et qui doivent nourrir, donc 60 ans en moins bons états que ceux qui ont 60 ans en France, hexagonale, et que ceux qui sont en dessous, qui doivent normalement travailler pour pouvoir assurer la vie de ceux qui ont 60 ans là, eh bien leur niveau de vie est très faible. Parce que voyez-vous, plus de 50% des diplômés de la Guadeloupe et de la Martinique se trouvent aujourd'hui en France. Donc le défi, il est important. Je ne sais pas s'il faut aller faire des combats au nom de l'histoire. Mais ce que je sais, c'est que si on continue à être dans des combats au nom de l'histoire et qu'on ne trouve pas justement un socle commun, c'est-à-dire une idée de ce que nous sommes, ce qui veut dire une idée de comment traiter cette mémoire douloureuse, nous ne pourrons pas aborder ces questions et vivre dans un pays
où on a une structure démographique de ce genre. Je vous remercie.